Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 21. 17 octobre 2025. L'ambiance était morose dans les bureaux de l'état-major des armées françaises. Un rapport alarmant était arrivé sur le bureau du général Brochu de la Renardière. Il s'intitulait Inaccessibilité à long terme de l'orbite basse, implications pour la dissuasion française. Le rapport détaillait la situation de la ceinture de débris en cours de constitution et se focalisait très vite sur son impact sur l'utilisation des missiles balistiques de la force stratégique océanique. La saturation de l'orbite basse par des milliers de débris empêchait dorénavant de lancer des missiles nucléaires balistiques à longue portée. Le missile balistique français M51, qui était transporté par les 4 sous-marins lanceurs d'engins de la classe Triomphant, et qui pouvait atteindre n'importe quelle cible située jusqu'à 10 000 km de distance, était le cœur de la dissuasion nucléaire française. Comme tous les autres missiles balistiques à longue portée, ceux des Américains, des Russes et des Chinois, ils devaient avoir une trajectoire balistique dans l'espace pour atteindre sa cible. Ces missiles étaient donc programmés pour acquérir une trajectoire elliptique dont l'apogée pouvait aller de 500 km à 1000 km d'altitude. Mais le nombre considérable de débris de fragmentation qui peuplaient désormais l'orbite basse entre 300 et 800 km d'altitude impliquait que la probabilité de perte d'un tel missile lors de sa trajectoire était déjà très proche de 100%, et elle ne pourrait que s'accentuer dans les années à venir. La dissuasion nucléaire française n'existait tout simplement plus. Les vecteurs aéroportés étaient très insuffisants, seuls, pour dissuader un pays d'anéantir la France. Le général et l'Élysée le savaient. Les centaines de milliards d'euros qu'avait investi la France depuis la fin des années 50 venaient de partir en fumée. Les autres pays qui avaient développé une dissuasion nucléaire à longue portée étaient impactés de la même façon. Mais à l'inverse de la France, les États-Unis, la Russie et la Chine avaient aussi misé sur des missiles tactiques à plus courte portée, allant jusqu'à 2000 km de portée, qui n'obligeaient pas à une trajectoire orbitale. Les grandes capitales, Beijing, Washington et Moscou, étaient néanmoins désormais assurées de ne jamais être vitrifiées par le feu nucléaire ennemi. Le général Brochu de la Renardière était blême en lisant la conclusion du rapport. La stratégie de dissuasion nucléaire de la France était devenue totalement inopérante. Pour conserver la position singulière du pays dans le monde et rester une grande puissance, cela impliquait de s'aligner dorénavant avec les autres puissances nucléaires et se lancer dans la conception d'armes à courte et moyenne portée. Mais la France n'était pas en capacité de frapper des puissances nucléaires ennemies à une distance inférieure à 2000 km, que ce soit depuis son sol, depuis l'océan ou l'un de ses nombreux territoires ultramarins. Atteindre le cœur de la Russie impliquerait nécessairement de disposer de dispositifs de lancement terrestre situés dans l'est de l'Europe. Atteindre le cœur de la Chine nécessiterait des moyens installés en Corée du Sud ou au Japon. La France n'avait jamais collaboré avec ces pays dans le domaine de la défense. Et pour atteindre Washington ou New York, si les États-Unis passaient du côté ennemi, c'était encore théoriquement possible en utilisant le petit territoire de moins en moins glacé de Saint-Pierre-et-Miquelon comme base de lancement, à l'image de ce qu'avait imaginé Khrouchtchev au début des années 60 pour ses premiers missiles nucléaires avec Cuba. Ou bien il faudrait construire de tout nouveaux sous-marins. Le jeu en valait-il la chandelle? La soudaine inutilité des sous-marins lanceurs d'engins qui ne pouvaient plus lancer leurs engins de mort avait aussi un impact sur la nouvelle génération de SNLE, dont la construction du premier exemplaire venait tout juste de débuter dans les chantiers navals de Cherbourg. Ce premier exemplaire de la troisième génération de sous-marins lanceurs d'engins français avait été mis en chantier l'année précédente, avec l'objectif de se diluer dans l'océan pour la première fois en 2035.
Il devait être équipé d'une version améliorée du missile M51, avec une portée un peu plus longue, sans plus aucun intérêt désormais. Plusieurs milliards d'euros avaient déjà été mis sur la table pour ce programme, même si le montant officiel était bien sûr classé secret défense. Ces très mauvaises nouvelles s'ajoutaient à celles de la perte de la plupart des satellites de surveillance que la France exploitait depuis de nombreuses années et qui étaient améliorés en continu pour suivre l'avancée de la technologie et rester au niveau des autres puissances spatiales. Ce 17 octobre, il n'en restait plus que 2 en orbite, mais le général Brochu de la Renardière avait compris que leur perte était inéluctable. Il se rassurait en se disant que les autres puissances vivaient le même drame. La stratégie militaire allait devoir être revue de fond en comble. On n'aurait désormais plus accès aux renseignements par satellite, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Cela changeait tout. Les conflits modernes reposant énormément sur le renseignement via les caméras ultrasensibles des satellites en orbite basse. Le général Brochu de la Renardière se leva d'un bond lorsque l'huissier lui annonça que le président était là et qu'il pouvait entrer. Le chef d'état-major avait demandé à s'entretenir en urgence avec le président Moncrane au sujet des conséquences de la catastrophe orbitale. François Moncrane accueillit le chef d'état-major des armées avec le rictus qu'il arborait souvent lorsqu'il rencontrait des personnalités importantes et que les Français détestaient tant. Brochu de la Renardière savait que ce sourire de façade disparaîtrait très vite lorsqu'il lui annoncerait la mauvaise nouvelle. Alors, général, que me vaut votre visite seulement une semaine après notre dernier conseil de défense? Eh bien, monsieur le président, je dois vous informer d'une information très importante que je viens de recevoir concernant la dissuasion. Vous ne vouliez pas me parler encore des satellites et de ce qui se passe là-haut? Fit Moncrane. Le précédent conseil de défense, qui s'était tenu la semaine précédente, avait été consacré entièrement à la perte des satellites de renseignement français. Il avait été conclu que ce n'était pas si grave, puisque tous les autres États se retrouvaient dans la même situation. On gardait une certaine symétrie dans le renseignement. Mais cela impliquait de profonds bouleversements dans les méthodes des services extérieurs comme intérieurs. C'était suite à ça que Brochu de la Renardière avait eu l'idée de commander un rapport sur l'impact de la crise orbitale, comme elle était nommée, sur les vecteurs balistiques de la force océanique. Si, justement, c'est lié, monsieur le président. Dites-moi, comme vous le savez, la crise orbitale en cours est très grave, car elle a détruit la plupart de nos moyens de renseignement et empêchera dorénavant de lancer de nouveaux satellites. Oui, et nous en avons parlé la semaine dernière. Eh bien, cela empêche également de lancer nos missiles M51, monsieur le président. Moncrane avait perdu son sourire, comme l'avait prévu le général. Continuez, je vous en prie, fit le président. Les vecteurs M51 se déplacent en orbite basse avant d'atteindre leur cible sur une trajectoire balistique. Il se trouve que le M51 atteint une altitude de 700 km à son apogée. Bref, nos analyses montrent que la probabilité qu'un M51 lancé aujourd'hui soit détruit avant sa redescente est quasi de 100%. Les débris spatiaux qui se sont accumulés et qui continuent de le faire chaque jour, et qui se déplacent à très grande vitesse dans tous les sens, détruiront tous les vecteurs balistiques. C'est-à-dire les missiles à longue portée, c'est ça? Oui, monsieur le président. C'est bien sûr vrai pour notre M51, mais aussi pour les missiles balistiques américains, russes et chinois. Notre analyse est que la doctrine de dissuasion française est à terre, si je peux me permettre cette expression. Et quel est notre plan B? Demanda Moncrane. Le général Brochu de la Renardière avait remarqué que le postiche que portait François Moncrane était légèrement de travers, ce qui laissait entrevoir le haut de sa tempe gauche. Comme vous le savez, la dissuasion française repose exclusivement sur notre force océanique. Nos sous-marins lanceurs d'engins sont les piliers de la dissuasion nucléaire. Si les M51 sont inutiles, nos SNLE sont tout autant inutiles. Nous n'avons pas de plan B aujourd'hui, monsieur le président. Vous oubliez la force aéroportée, reprit Moncrane. Les vecteurs aéroportés ne sont qu'une force d'appoint tactique, monsieur le président. Ce n'est pas avec des bombardiers que l'on exerce une dissuasion efficace. Un avion se descend, contrairement à un M51.
Moncrane se grattait la tête, et Brochu de la Renardière voyait nettement la moumoute du président qui semblait glisser sur le côté. Depuis qu'il avait été réélu face à l'extrême droite, qu'il avait fortement promu au cours de son premier quinquennat afin de se retrouver face à elle et pouvoir gagner facilement, Moncrane avait perdu de sa fougue et de sa superbe, en plus de sa majorité absolue au Parlement. Au début de son deuxième mandat, il avait tout de même réussi à imposer à son peuple, qu'il méprisait et qui le lui rendait bien, les pires des réformes antisociales vues depuis la Libération. Mais la dissuasion nucléaire était son domaine ultra réservé. La constitution de la Ve République lui donnait le pouvoir discrétionnaire de faire ce qu'il voulait avec l'arme absolue. C'était son jouet, et ça, personne ne pourrait jamais lui contester dans la rue ou dans l'hémicycle. Alors, on n'a vraiment pas de plan B? Disons que si nous voulions conserver une dissuasion nucléaire, oui, eh bien, il faudrait s'aligner sur les autres grandes puissances et développer des armes à courte et moyenne portée, monsieur le président. Mais ce n'est pas sans poser quelques problèmes. Quel genre de problème demanda le président. Le général Brochu de la Renardière était de la vieille école. Il pensait que seule la menace à longue portée était une solution de dissuasion efficace face aux autres grandes puissances. Les missiles à courte ou moyenne portée, qui n'ont pas besoin d'aller dans l'espace pour leur trajectoire, ont une portée de 2000 km au maximum. Menacer un ennemi potentiel signifie avoir un lanceur positionné en continu à 2000 km des centres vitaux de cet ennemi. Le point sur le territoire français qui est à la plus courte distance de Moscou, c'est la pointe nord-est de l'Alsace. Elle se trouve à 2100 km de Moscou. Il ne resterait donc plus que l'utilisation de sous-marins adaptés à un vecteur de courte portée, très différent du M51, donc un autre type de SNLE. Cela nécessiterait une présence en continu dans la mer Baltique, au large des pays baltes, et de la Finlande. Je crains qu'on n'arrive pas à diluer facilement un sous-marin dans cette zone, monsieur le président. Cette zone est beaucoup trop petite et beaucoup trop densément peuplée en bâtiments russes. Je vois, répondit Moncrane. Pour la Chine, c'est un peu pareil. Il faudrait stationner en continu dans la mer de Chine orientale, ou au large de la Corée du Sud, ou de la Corée du Nord. Cette zone est un peu la chasse gardée des Chinois, et il paraît tout autant difficile de s'y diluer. Et pour les États-Unis, c'est un peu plus facile, évidemment, la côte atlantique étant bien plus vaste. Il serait même possible d'utiliser les îles de Saint-Pierre et Miquelon, qui sont à 1900 km de Washington. Vous êtes sérieux, là fit Moncrane, sur le ton cassant qu'on lui connaissait. Vous avez imaginé une dissuasion face aux Américains? Il faut être prêt à toute éventualité, c'est le sens de la dissuasion nucléaire, n'est-ce pas? Le général semblait avoir touché une corde sensible qu'il ne connaissait pas chez le président Moncrane, depuis qu'il avait été nommé chef d'état-major 6 mois plus tôt. Il avait visiblement fait une boulette. Moncrane semblait soudain hors de lui. Sa moumoute était de plus en plus de travers et il devait s'en être rendu compte. Il cherchait à mettre fin à leur entrevue. Et pour la Russie, si nous installions des missiles dans les pays baltes ou en Pologne demanda brusquement Moncrane. Le général Brochu de la Renardière fut pris de court. Monsieur le Président, ne serait-ce pas plus simple en Pologne ou dans les pays baltes, hein? On est à quoi? À moins de 1000 km de Moscou, non? Même peut-être 500 km? Monsieur le Président, et pour la Chine, il faudrait voir si on ne pourrait pas collaborer avec Séoul. Monsieur le Président, je ne suis pas sûr qu'il serait aisé de déployer des armes nucléaires tactiques françaises sur le sol européen, même s'il s'agit de pays de l'Union européenne ou des membres de l'OTAN, et encore moins dans des pays du sud-est asiatique, avec qui nous n'avons aucune coopération militaire. Par ailleurs, vous devez savoir que le principe de la dissuasion nucléaire repose sur l'invulnérabilité du vecteur. Les missiles terrestres ont été remplacés par la force océanique pour cette raison. Il faut bien trouver une solution à ce problème, fit Moncrane en se penchant en arrière tout en repositionnant discrètement la touffe artificielle qui surplombait son crâne. La bonne nouvelle dans cette très mauvaise nouvelle, c'est que tout le monde est à la même enseigne, poursuivit le général. Cela signifie que le risque global est légèrement réduit du fait de l'impossibilité d'une frappe à longue portée. Ouais, bon, ouais, je vais y réfléchir et j'organiserai bientôt un conseil de défense pour parler de cette question, et exclusivement de cette question. Merci, général, de m'avoir transmis cette information capitale pour notre pays.
Le général Brochu de la Renardière se leva puis salua François Moncrane avant de se diriger vers la porte cernée de dorures du vaste bureau, droit comme un i. Dès que l'huissier eut fermé la porte, Moncrane appela le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Collaro, son acolyte de toujours. Hubert, il y a un renard qui vient de m'en apprendre une bien bonne. Notre dissuasion nucléaire ne marche plus à cause du problème des satellites, tout ça là. Faut qu'on trouve un plan B rapidement. Plus du tout. Non, parce que les missiles vont dans l'espace et ça veut dire qu'ils se retrouvent détruits avant d'atteindre leur cible, tu vois. Et c'est vrai pour tous les autres qui ont des missiles de ce genre. La différence, c'est que nous, on n'a que des missiles à longue portée, alors que les autres, bah, ils ont des missiles à courte portée qui n'ont pas besoin d'aller dans l'espace et qui craignent rien. Ah, et les avions ne suffisent pas, évidemment. Évidemment. Il faudrait développer des missiles à courte portée dans ce cas, c'est ça? Des missiles tactiques. Mais on ne peut pas faire une dissuasion efficace avec des missiles terrestres, François. Il faut des SNLE. Nos SNLE ne lancent que des M51 balistiques, il me semble, d'après ce que j'ai compris de Renard. Fit Moncrane avec une moue que personne ne voyait. Oui, tout à fait, ils ne sont pas adaptés à d'autres vecteurs. Ça voudrait donc dire qu'il faudrait construire des nouveaux SNLE et arrêter tout de suite celui qui vient de commencer. Merde! Je l'avais oublié celui-là! Renard m'en a même pas parlé. Le plus simple, ça serait de réorienter tout de suite la conception de cette nouvelle génération, non? Une autre solution, ça serait de ne rien faire, tout en laissant croire qu'on fait quelque chose. Ça permettrait d'économiser quelques milliards, ou dizaines de milliards, d'ici la fin du quinquennat. Tu refiles la patate chaude à ton successeur. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution, Hubert, répondit sèchement le président. François Moncrane n'en avait parlé à personne d'autre qu'à Gisèle, sa femme, qui était autant détestée des Français que lui. Il avait élaboré un plan digne de Machiavel. Il voulait faire mieux que François Mitterrand. Il voulait rester à l'Élysée plus de 14 ans. La constitution de la Ve République interdisait d'effectuer plus de 2 mandats consécutifs depuis sa révision en 2008. Contrairement à ses prédécesseurs Stéphane Capozzi et Jacques Edam, François Moncrane avait réussi à se faire réélire grâce à sa fourberie. Et il avait un plan pour rester en place à l'issue de son deuxième et théoriquement dernier mandat, sans avoir besoin d'une nouvelle modification de la Constitution, qu'il savait ne pas pouvoir obtenir du Parlement. Il existait une faille juridique dans le texte de l'article 6 qui avait été modifié dans la Constitution pour limiter le nombre de mandats à 2. La phrase disait Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Moncrane avait discrètement fait poser la question à plusieurs constitutionnalistes. La réponse était claire. Il suffisait de jouer sur le mot consécutif. Si Moncrane démissionnait 2 semaines avant le terme de son deuxième mandat et décidait de se représenter illico lors des nouvelles élections, il ne se représenterait pas à sa propre succession, mais à celle du président du Sénat qui serait devenu entre-temps président de la République par intérim. Si il était réélu, il n'aurait pas exercé plus de 2 mandats consécutifs, en conformité avec la Constitution, puisque le nouveau mandat ne serait pas officiellement successif aux 2 précédents. Il pouvait le faire et donc avoir l'opportunité de rempiler pour au moins 10 ans. C'était son plan. Pour parvenir à se faire réélire, il utiliserait à nouveau la menace de prise de pouvoir par l'extrême droite et se présenterait comme l'ultime rempart de la démocratie qu'il avait pourtant tellement éborgné depuis son arrivée à l'Élysée. Il suffirait d'organiser un appel grandiloquent de nombreuses personnalités peu après sa démission pour qu'il revienne sur sa décision et se représente à nouveau, pour cette fois en finir définitivement avec l'extrême droite, dirait-il, tout en reprenant notamment l'essentiel de ses idées abjectes. L'autre partie du plan était de provoquer de la division au sein du parti d'extrême droite traditionnel, en promouvant tous les partis nationalistes et fascistoïdes qui grouillaient autour, par le biais d'un accès facilité aux médias, comme il l'avait déjà fait pour la campagne de 2022. Mais en plus massif encore. Il fallait s'assurer l'accès au second tour. Après, c'était du kit ou triple. Quand Hubert Collaro évoquait la fin du quinquennat comme la fin d'un règne, cela rendait Moncrane furieux intérieurement. Il savait qu'il aurait besoin de changer tout son entourage à partir de 2027 de toute façon.
Il allait disrupter, comme lorsqu'il avait trahi Jacques Edam avec fracas dans la course à sa succession. C'était un pari audacieux, il le savait, mais en tant qu'ancien banquier d'affaires qui avait fait fortune lors de deals de fusion-acquisition à plusieurs milliards avec commission de 1%, une fortune qu'il avait soigneusement cachée dans un trust à Jersey grâce à son employeur de l'époque, Moncrane aimait les prises de risques. Il n'avait de toute façon pas grand-chose à perdre, si ce n'est l'estime des derniers Français retraités qui formaient encore son socle électoral, et il avait tout à gagner. Si ça ne marchait pas, il profiterait de son magot à Dubaï ou ailleurs, en compagnie de son ami et ex-locataire de l'Élysée Stéphane Capozzi, qui était parti en cavale depuis peu.